temps, un sport qui a su emmener les nations qui en ont compris les enjeux, a une véritable gloire et un essor économique certain. Le Brésil, l'Argentine ou l'Italie en sont des bonnes illustrations. Les ballons ronds est également une discipline qui suscite de nombreuses passions au sein de populations, notamment celle de la République démocratique du Congo, pour qui il représente l'un des loisirs favoris, mais surtout un pan important de son identité et de son orgueil. Mais qu'en est-il du football RD congolais à ces jours? Alors qu'il a atteint son apogée vers les années 70, où l'équipe nationale a remporté haut la main plus d'une compétition internationale, serait-il devenu tout simplement un canard boiteux 40 ans après? Équipe du Zaïre de 1971 à 1997 et Simba entre 1997 et février 2006. L'équipe nationale actuellement appelée Léopard aurait-elle perdu la fureur du fauve pour ne devenir qu'un petit mammifère domestique sans danger pour ses adversaires alors que de nombreux défis l'attendent sur le plan international? Au-delà de tous ces couacs administratifs et techniques, voilà que la violence vient prendre le dessus sur le fair play, pourtant impératif à la pratique sportive. Que de rencontres qui donnent lieu à des incidents violents avec d'énormes conséquences sur le plan humain et matériel, alors que les infrastructures sportives viables sont déjà un talon d'Achille pour la République. Serait-on en présence d'une carence de politique nationale du football, des manques de volonté politique, des leaderships ou même des gestions orthodoxes des fonds alloués à ces secteurs? Quel remède doit-on administrer à ces sports pour qu'il soit à nouveau le porte-étendard de la grande République démocratique du Congo? Vers qui devrait-on tourner le regard? Vers le président de la République, garant de la nation? Vers le chef du gouvernement, mieux le ministre de tutelle? Ou plutôt vers la fédération chargée notamment de la sélection de meilleurs footballeurs congolais? Par-dessus tout, RDC, il est temps de se réveiller pour sauver la face. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Questions d'État, votre magazine d'actualité qui se penche sur différents secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. Ce soir, nous n'allons pas parler politique, ou plutôt politique sportive. Nous allons nous concentrer sur le football, qui est également une question nationale qui préoccupe la majorité des Congolais, ici même au pays. Et nous allons parler avec une bouche autorisée, je dirais un peu l'éternel président de la Fédération de football association en République démocratique du Congo, c'est Constant Omari Sélémani, que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau de questions d'État. Vous ouvrez un peu le bal, des questions autres que celles connues très souvent ici sur ce plateau, la politique. En l'occurrence, on va parler sport ce soir, avec le sport qui en préoccupe plus d'un. Le sport avec le football, ce ballon rond, cette discipline chouchou des Congolais, on devrait le dire, mais qui est un peu un canard boiteux depuis plusieurs années. On va essayer de décortiquer un peu la situation, en savoir un peu plus quels sont les remèdes, quel est le diagnostic que vous faites du football aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais sinon, est-ce que ça va? Vous êtes en forme? Écoutez, avant de dire si je suis en forme ou pas, je voudrais vous remercier parce que vous avez bien dit que j'ouvre le bal pour une émission autre que la politique. Je crois que c'est un privilège que vous m'accordez. Je vous en suis gré. Je suis très à l'aise, voilà, je vais très bien. Vous allez certainement mieux que le football en République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui ce sport jadis qui a donné des couleurs assez fortes à la République démocratique du Congo est un canard boiteux aujourd'hui? Je ne sais pas, vous parlez en termes de statistiques, vous parlez en termes de quoi pour dire que c'est un canard boiteux? Qui met tout le monde d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le football congolais est en bonne santé? Écoutez, vous savez, quand on parle de canal boiteux, on parle de canal boiteux quand il s'agit des disciplines, qui n'arrivent pas, par exemple, nous parlons de football. Quand nous avons des équipes nationales qui n'arrivent pas à se qualifier de phase finale, quand nous avons des clubs qui n'arrivent pas à aller un peu plus loin dans les compétitions continentales dans lesquelles ils participent, si nous avons des championnats qui ne se tiennent pas. Or, la réalité n'est pas celle-là, madame.
au moment où nous vous parlons, nous sommes en train de jouer la phase de poule de la Ligue des Champions, qui est la compétition phare au niveau des clubs africains. Et au sud du Sahara, il n'y a que 2 clubs qui participent. C'est le club congolais. Allez me dire que statistiquement, cela signifie, cela traduit la mauvaise santé du football congolais. Je n'en crois pas. Moi, je pense que ça dépend des prismes à partir desquels. Parce qu'il y a une réalité, madame. Tout le monde parle de football, mais il y a très peu qui connaissent que c'est le football. C'est ça le drame du peuple congolais. Apparemment, vous en êtes l'expert qui met tout le monde d'accord. Vous êtes à la tête de la FECOFA depuis pratiquement 2003. Vous avez succédé au président décédé en décembre de la même année. Vous avez été réélu par 3 fois. Pratiquement, la dernière fois c'était au mois de mai de l'année 2013, parce que Constant Marie est le seul expert en République démocratique du Congo. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir le monopole des connaissances en matière de football. Ça serait ne pas faire œuvre utile à l'humilité et à la scientificité de ce secteur. Mais je pense que je fais partie de ceux qui peuvent parler football dans ce pays. En ce sens que non seulement que je suis président de la Fédération congolaise de football, je siège au niveau de plusieurs instances internationales de football. Comme j'ai l'habitude de dire, quand je veux m'amuser, me moquer de mes amis, certains amis qui sont pilotes dans l'aviation, je leur dis que j'ai plus d'heures de vol que beaucoup de pilotes congolais, parce que je suis tout le temps dans les avions pour aller parler football. Ça signifie que je sais de quoi je parle. Voilà. On se dit également, on se pose la question de savoir si ce n'est pas votre carrière professionnelle qui compte. 10 ans à la tête de cette fédération, est-ce qu'on est encore capable de produire quelque chose? Et quel est le bilan de votre passage ou de votre maintien à la tête de la fédération? En Afrique, il y a 54 associations nationales, n'est-ce pas? 54 fédérations. Depuis que je suis à la tête de la fédération, au niveau des clubs, nous avons remporté autant de titres, vous le savez. Sur les 54, s'il vous plaît, sur les 54 associations nationales, membres de la Confédération africaine, il y a 8 clubs qui jouent la phase de poule, c'est-à-dire la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs. Donc, dans les 8, il y a 2 clubs congolais. 2 sur 8. Donc, 1 sur 4 clubs, il est congolais. N'est-ce pas? En tout cas, vous permettez quand même que la République démocratique du Congo vous permettez. par exemple, non, évitez de parler de l'histoire. Évitez de regarder ce pays dans le rétroviseur. Il faut regarder de l'avant. Ça nous aide Tout simplement, madame, quand vous parlez de cette histoire, si nous replaçons l'état de santé de ce pays, parce que l'erreur que les gens commettent, le football n'est pas une activité à part dans la communauté d'activité d'un État. Le football fait partie des activités par excellence de tout un État. C'est le baromètre de l'économie, c'est le baromètre du social d'un État. Quand vous parlez de l'histoire, je voudrais bien comprendre que vous voulez rentrer entre les années 72, 73, 74, parce que tout simplement, pendant ces années-là, nous avions remporté la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes allés à la Coupe du Monde des clubs, plutôt la Coupe du Monde de football de la FIFA, nous avons remporté 2 Coupes d'Afrique des clubs champions. Mais quelle était l'économie de ce pays? Quel était l'état de l'économie de ce pays? Quel était l'état du social de ce pays? Il y avait de l'argent qui circulait, il y avait de l'épargne, il y avait des infrastructures. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait un programme scolaire qui intégrait des programmes d'activité physique et sportive dans les écoles primaires et secondaires, même universitaires. Alors, si nous faisons cette analyse-là, et que vous venez transposer cette analyse sur la situation actuelle, vous comprendrez que c'est le jour et la nuit. Et au-delà de cela, madame, au-delà de cela, ce que disait d'ailleurs le ministre des Sports dans ses conclusions lors de la question orale, il faut cesser cette autoflagellation. Il faut croire, vous devez savoir que ce pays, malgré la situation qui est la nôtre, nous sommes debout. Malgré que nous avons nos problèmes dans ce pays, malgré que nous avons des difficultés économiques, malgré que nous sommes un pays sortant d'une guerre, malgré que nous sommes en train de nous rechercher sur le plan économique, au-delà de cela, nous avons quand même des clubs qui tiennent debout. Nous avons des équipes nationales qui font du chemin. Donc, à partir de ce moment-là, par contre, il ne faut pas fermer les yeux devant les vrais problèmes, il faut parler, crever la tête. Par contre, l'erreur, par contre, quel est le problème? Vous savez, c'est comme la religion aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est comme la religion. Quand le peuple n'arrive pas à trouver ce qu'il veut dans le social,
un peuple se réfugie toujours dans une activité. Elle peut être spirituelle, elle peut être sportive. Et c'est pour cela qu'actuellement, quand vous observez le peuple congolais, la plupart des gens, soit ils se réfugient derrière la religion, et malheureusement, ils se réfugient derrière la musique, ils se réfugient derrière le sport. Pas. Pour moi, j'ai toujours l'habitude, et j'ai l'habitude de dire que cessons de croire que le football va mal. Bien au contraire. Le football, c'est un des secteurs, malgré nos vicissitudes, qui est en train de faire du chemin. Mais ne confondez pas la réforme en cours en matière du football avec le championnat passé pour croire que la réforme, pour croire que c'est la préfiguration d'une situation qui ne va pas très bien. Non. Qu'est-ce qui est en train d'être fait à ce jour pour améliorer les performances de nos équipes, pour améliorer l'état de nos infrastructures, par exemple? Ça marche vraiment, mais il n'y a pas de tort. Bon, voilà, madame. Je pense qu'il y a deux choses. À la base, vous avez suivi le Parlement, a mis sur pied une loi sur les activités physiques et sportives, qui a été promulguée par le chef de l'État. Par après, tout le monde s'est mis d'accord, y compris même l'actuel ministre des Sports, pour comprendre que cette loi était lacunaire. C'est une loi qui ne favorise pas en réalité un développement des activités physiques sportives. Moi, je reste dans mon secteur, qui est le football. Cette loi ne favorise pas la promotion du football dans notre pays. Qu'est-ce qui gêne? Vous permettez. En ce sens que elle est plus une loi votée sur la tête de certaines personnes qu'une loi qui soit incitative pour permettre réellement l'apport. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler, par exemple, du partenariat public-privé dans le sport. Par excellence, c'est un secteur d'expression de ce partenariat, mais cette loi n'a rien prévu en matière d'incitation. Et je crois que vous avez suivi que le ministre, lors de sa prestation au Parlement, et avant cela, il a même déjà mis sur pied une commission pour visiter la loi. Parce qu'effectivement, il y a problème, cette loi pose problème. Okay. De deux, vous savez que le sport d'une manière générale, le football en particulier, le football a un problème, c'est celui des infrastructures. Il y a d'un côté le programme, la politique du football, le programme et ensuite les infrastructures. Qu'est-ce à dire? Au niveau du programme, le programme ne passe nécessairement, uniquement plutôt, le programme mis sur pied par la fédération. Le programme, c'est aussi quand vous circulez à travers toutes les écoles, le football de proximité. Et là, ça rentre dans les communautés. Quel est l'effort qu'on fournit dans les communautés de base pour favoriser le football de masse? C'est-à-dire la mise à disposition des infrastructures qui permettent à la population, les grassroots, le football, donc la base, de venir s'exprimer. Voilà. Et quand vous allez vers cette politique-là, madame, 3/4 des terrains, des aires de jeu sont spoliés. Spoliés avec la volonté de qui? Je ne sais pas. Mais nous nous rendons compte, nous nous rendons compte que pour spolier un terrain, il faudrait que quelque part, au niveau des affaires foncières, que les documents soient sortis. N'est-ce pas? Ça signifie qu'il y a spoliation des aires de jeu. Ça signifie que dans la préfiguration, dans la projection de la politique du développement sportif de la jeunesse, on n'a pas intégré cela. C'est qu'il y a quelque part au niveau de la politique des affaires foncières où les gens devaient se rendre compte que ce sont des aires de jeu. Et ce sont des jeux qui permettent à la population de pouvoir exprimer ses aptitudes physiques et sportives de le jeune âge, en ce qui concerne le football, le faire. Revenons maintenant au niveau des grosses infrastructures. 2 345 000 km². 11 provinces. Citez-moi un seul stade aujourd'hui qui remplit les normes telles que exigées par la Confédération africaine de football ou exigées par la Fédération internationale de football association. Il n'y en a pas. Quelle est la responsabilité il n'y en a pas. La fédération, c'est l'organe qui est chargé, c'est une ASBL qui est chargée d'organiser la pratique du football. Ce n'est pas la fédération qui a la politique de la construction des infrastructures. Le gouvernement peut, à son vouloir, utiliser la FECOFA comme organe conseil. Je vous donne un bête exemple. Je suivis, même pas consulté, je suivis qu'on est en train de construire, on a lancé une politique de construction des stades municipaux. Je le dis bien, je suivis. Pas consulté. En tant qu'organe assermenté pour mettre les normes, édicter les normes, j'apprends que la BCECO a lancé des appels d'offres. Mais entre nous, soyons sérieux. Un terrain de football, ce n'est pas comme l'aire de jeu dans la parcelle.
où on délimite les superficies, on trace les lignes, et puis on commence à jouer au football. Combien de spécialistes en matière de construction de stades se trouvent au niveau de la BCECO? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Le minimum, c'est de se rapprocher de la fédération. Monsieur de la fédération, c'est vous, par excellence, qui êtes assermenté et qui êtes spécialiste de ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque nous voulons la politique des stades des stades municipaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel type de stade? Nous allons dire, voilà, pour telle agglomération, voilà les types de stades qu'il faudrait. Vous pouvez également faire la démarche. S'il vous plaît, madame, quand j'apprends qu'on lance déjà des appels d'offres, ne venez pas me dire si j'ai l'information, je peux faire la démarche. Non, la BCECO sait que la FECOFA existe. N'est-ce pas? Et la conséquence, c'est quoi? Vous avez le terrain de Massina, à côté de à côté de la boulangerie, là, la commune. C'est comme ça qu'un matin qu'on a appris qu'on a construit un stade municipal. Mais allez voir, c'est plus devenu aujourd'hui un lieu où on pleure les morts. C'est un terrain de football. Mais vous avez un ministère de tutelle. Si la FECOFA ne sait pas faire la démarche, vous pouvez au moins voir votre ministre de tutelle. Que dit-il à ce sujet? Bon, non, je pense que le ministère est en train de faire son travail. Mais quand on lance la construction des terrains municipaux, le minimum, c'est de savoir qu'il y a une fédération spécialisée dans ce secteur. On peut même prendre à tâche pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Par contre, ce qui est vrai, dans le cadre de l'organisation de la CAN U23, les stades qui ont été retenus, nous sommes en train de travailler dans l'étroite collaboration avec le ministère des Sports et le ministère des Travaux Publics, Habitat, Urbanisme et tout ça, et Reconstruction. C'est déjà en décembre 2015. Voilà. Là, nous sommes en train de travailler ensemble. Est-ce que vous serez prêt? C'est toujours les choses qui se font à la va-vite. Je pense que... Là, on a quel stade? Le stade des Martyrs, on a stade Saint-Raphaël. C'est-à-dire qu'initialement, il y avait deux sites qui étaient retenus, Kinshasa et Lubumbashi. Mais étant donné que Kinshasa est séparé de... Non, vous permettez. Étant donné que la ville de Kinshasa, par rapport à la ville de Lubumbashi, les deux villes se sont séparées de 2000 km, ça signifie qu'il faut 2h20. Les 2h20 ne jouent pas en faveur de pouvoir permettre à ce que les matchs se suivent simultanément sur les deux terrains parce que les délégations ne seront pas se mouvoir facilement pour assister au match. Et par voie, non, pas 2h20, c'est déjà beaucoup, madame, entre deux sites. Et c'est pour cela que la demande de la Confédération africaine de football et le ministre des Sports a déjà adhéré, il nous a notifié, la ville de Kinshasa est retenue pour abriter. Mais comme la ville de Kinshasa est retenue pour abriter, il faudrait maintenant aménager des stades pour que la ville de Kinshasa puisse abriter, non seulement aménager les stades, voir toutes les infrastructures hôtelières, toutes les infrastructures de communication. Je crois que sur ce côté-là, il y a moins de problèmes. Mais je pense... On a une année. Je pense, dans ce cadre-là, les études ont été menées. La société CREC RDC, la société chinoise CREC RDC a mené les études. Les projets de contrats ont été déjà déposés. Et je crois comprendre que nous sommes dans les dernières tractations administratives pour pouvoir signer ce contrat et permettre la disponibilisation des moyens financiers afin que les travaux puissent démarrer. Vous pensez qu'on est dans le temps? Madame, en tant que spécialiste de ce secteur, je pense que le temps ne joue pas notre faveur. Mais qu'on peut encore, on peut se rattraper. Écoutez, non, évitez-moi le principe quand on dit que Bilamba Sikanzo Takala. Non, évitez-moi ça. Je pense que maintenant, je suis en train de suivre de très près. Les choses doivent être faites conformément aux normes, madame. Ça, c'est la primauté. Ça, c'est primordial. Vous savez, c'est très mal. Le malheur veut que je sois moi-même membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football et que je sois chose grave. Je suis inspecteur de sécurité des stades au niveau de la FIFA. C'est-à-dire, non, je suis la personne, parmi les personnes assermentées au niveau de la FIFA, qui effectue des missions à travers les pays, à travers le monde, pour aller certifier le respect des normes au niveau des constructions des stades. Et je serais malaisé dans mon propre pays de dire que si la FIFA ou la CAF me demandait d'envoyer le rapport, de dire que il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Là, je serais malaisé. Alors, on va parler budget alloué. Vous avez parlé de la loi, le budget précis alloué au secteur du sport et peut-être du football, ça ressemble à quoi? Je ne voudrais pas... Il y a deux choses, il faut faire la part des choses. D'abord, la Fédération congolaise de football est une association sans but lucratif. Ce n'est pas un service de l'État congolais, mais c'est une ASBEL qui, dirais-je, travaille, qui a des activités
d'utilité publique. La FECOFA, en tant qu'association sans but lucratif plutôt, ne marge pas du budget de l'État, c'est-à-dire la FECOFA dans son fonctionnement. Nos salaires, nos fonctionnements, toute la tenue de la maintenance de nos bâtiments, ainsi de suite, ne sont pas pris en charge par l'État. Par contre, l'État prend en charge la représentativité des clubs congolais au niveau des compétitions internationales et des équipes nationales. C'est en ce sens-là que la FECOFA reçoit de l'État de l'argent pour pouvoir permettre aux équipes participatives aux compétitions internationales, soit interclubs africains, ou les équipes nationales de participer. Et donc, de manière précise, comment fonctionne la FECOFA sur le plan financier? Sur le plan financier, nous fonctionnons sur base de ceci. Et là, je voudrais que les choses soient aussi claires et concises. On vous accuse de gestion pas très non, madame, qui m'accuse? Qui m'accuse d'abord? Qui m'accuse? Selon vous, qui m'accuse? Beaucoup d'observateurs le disent. Ne peut. Son mari jouit de la poule aux œufs d'or, qui est la vous permettez, madame. Vous permettez. Le drame du peuple congolais, d'une manière générale, et de ceux que vous citez, dont je ne voudrais pas faire la publicité sur le plateau ici, c'est que eux, ils ont abandonné, ils nous ont légué une FECOFA sans rayonnement. Et nous avons fourni un effort pour que cette fédération rayonne. Mais posez-vous la question. Savez-vous combien de fédérations il y a dans ce pays? Au niveau des associations nationales de football. Savez-vous combien de fédérations au niveau de la pluridisciplinarité du sport? Il y en a plusieurs, mais pourquoi on ne parle pas d'autres? On ne parle que... Je me pose moi, mais voilà, tout simplement... Son mari depuis 10 ans ne veut pas... Mais pourquoi? Je reviens. Vous avez posé 2 ou 3 questions à la fois, laissez-moi répondre. Donc, la FECOFA fonctionne sur base, 1, il y a nos propres cotisations, 2, il y a des dotations, notamment la dotation de la FIFA, c'est $250,000 par an, et pas par mois. C'est $250,000 par an, et je crois que $250,000 par an, c'est une goutte dans l'océan. Et là-dedans, nous avons l'administration, nous avons tout ce qui est comme frais de maintenance de nos bâtiments. Nous avons, quand je parle de l'administration, c'est les salaires. Or, nous tournons autour de $15,000 le mois. Multiplié par 12, vous connaissez déjà à peu près ce que ça représente. Nous avons 15% qu'il faudra affecter au football féminin pour le fonctionnement de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons la presse, ce que nous organisons comme séminaire et formation. Nous avons la maintenance des bâtiments. Donc vous verrez que les $250 sont insignifiants. Parallèlement à cela, nous avons un contrat. Nous avons un contrat avec Orange, n'est-ce pas? C'est $350,000 par an. $350,000 que nous essayons de gérer. Quand vous avez appris, par exemple, dernièrement, quand nous avions joué les CHAN, l'État a sorti une partie de l'argent. Nous avons aussi, en collaboration avec Orange, dans ce cadre-là, disponibilisé une partie aussi d'argent pour les primes, pour le fonctionnement de la FECOFA. On le fait aussi. Nous avons de l'autre côté, quand l'entraîneur Claude Leroy, le dernier moment de l'entraîneur Claude Leroy ici, non, le dernier moment, pratiquement les 6 derniers mois de Claude Leroy, ce n'est pas l'État qui paye son hôtel, c'est nous qui payons dans notre enveloppe de contrat que nous avons avec Orange. Vous allez vérifier au niveau des grands hôtels, on vous dira que c'est Orange qui payait, mais c'était dans le cadre du contrat qui est lié à la FECOFA. Parallèlement à cela, nous avons un contrat avec Vodacom. Vodacom, c'est principalement pour la Ligue nationale, la Ligue Foot. Là-dedans, avec Vodacom, je crois que c'est $450,000 par an. Et le Vodacom, quand vous voyez la Ligue nationale plus les clubs qui sont champions prennent autour de à peu près $300,000 ou $350,000. Le reste, ça fait partie des fonctionnements, et ainsi de suite. Bref, pour que cette fédération puisse fonctionner normalement, nous devons tourner autour de 8 à 10 millions de dollars par an. Mais c'est que nous n'avons pas. Comment vous faites pour combler le déficit? C'est que nous n'avons pas. Son mari sort de l'argent de sa propre poche. Ce n'est pas que ce n'est pas. Combler le déficit, Non, je vous ai bien dit, pour que cette fédération fonctionne normalement. Ce qu'elle est en train de fonctionner anormalement, c'est-à-dire en deçà de ses capacités
et en deçà de ses possibilités de fonctionnement. Maintenant, les performances, madame, sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, au niveau des clubs, les clubs sont des entités privées, n'est-ce pas, qui participent à notre compétition. Et vous avez des clubs, entre guillemets, qui ont un peu plus de moyens, il y a d'autres clubs qui n'ont pas assez de moyens. Ceux qui n'ont pas assez de moyens ont des difficultés pour pouvoir fonctionner. Ceux qui ont des moyens ont un temps soit peu. Mais, d'une manière globale, il faut retenir que, à l'exception d'un ou deux clubs, les clubs congolais restent pauvres. Les clubs congolais restent pauvres. Et aujourd'hui, le football égale argent. Vous ne pouvez pas parler véritablement d'un développement véritable du football si vous n'avez pas d'argent. Comme par exemple, quand les léopards doivent aller représenter la les réalité. RDC, vous avez parlé des rencontres sportives sur le plan international, mais aucune prime, c'est toujours ils vont en catastrophe, là ils doivent se rendre pour les matchs pratiquement à la dernière minute, sans avoir le temps de se concentrer, de se nourrir convenablement, etc. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça vous avez effleuré, comment dirais-je, un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Je crois que nous faisons, non, voilà, nous sommes en train de fournir un effort en partenariat avec le gouvernement pour mettre un terme à ce genre de choses. Pourquoi? Nous sommes d'avis, nous sommes d'avis que chaque fédération, au-delà de la FECOFA, aujourd'hui parce que nous parlons de la FECOFA, au-delà, pour nous, le point de vue est partagé à travers par toutes les associations nationales, toutes les fédérations. Nous sommes d'avis qu'on nous demande de présenter les compétitions internationales prévues au courant de l'année. On les budgétise. Dès lors qu'on les budgétise, notre avis est simple. Au début de l'année, puisqu'on parle de la bancarisation, toutes les fédérations, à ce que je sache, nous particulièrement, nous avons des comptes bancaires qu'on vire la moitié du budget annuel de le départ. À ce moment, nous avons la latitude de réaliser la planification des activités telle que cela a été prévu par nos prévisions. Mais à partir du moment où nous faisons pratiquement le boutiquier, ça signifie qu'il y a match, il faut introduire les budgets, les prévisions budgétaires, et encore, ça doit faire tous les circuits pour aller se rendre compte à la fin. Vous permettez, pour aller se rendre compte à la fin que la trésorerie ne peut pas agir, et là, vous êtes déjà pris dans le temps. Je vous donne un exemple clair. Nous venons, le club, notre équipe nationale des U20, version masculine, vient de jouer le match aller contre le Malawi, n'est-ce pas? On l'a joué, je crois, la semaine passée. Mais jusqu'au moment où nous parlons, aucun franc n'est sorti. Si nous avions croisé les bras, cette équipe serait restée ici, nous serions éliminés et le commun des mortels, le Congolais lambda, allait se lancer des pierres sur la FECOFA, et plus particulièrement à M. Constant Omar. Mais c'est ça la réalité. Nous ne sommes pas une activité où on peut traficoter. Le football, on sait quand il y a match, il y a match. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les matchs sont joués. Et jusqu'au moment où nous parlons, les fonds ne sont jamais sortis. Vous arrivez au niveau du ministère des Finances, à la fin, vous dites non, le budget est tombé, repartez, vous devez encore refaire le dossier, tout ça. Mais dans l'entretemps, les hôtels sont derrière la FECOFA. Ce ne sont pas des procès en justice qui manquent. Chose grave, il y a même quelqu'un du ministère des Finances qui a répondu à une agence pour les matchs qui se jouaient. Allez vous référer à la FECOFA, nous en avons la lettre. Alors que le match est joué, c'est une équipe nationale. À partir de ce moment-là, vous imaginez dans quelle situation nous aurions. Nous aurons croisé les bras, le Congo aurait écopé un forfait contre le Malawi, c'est ça la réalité. On n'a pas croisé les bras, on s'est débrouillé. Mais le dossier fait son cours de chemin. Je crains fort qu'on vienne nous dire aussi qu'écoutez, là aussi, bon, on ne sait pas si le match est joué, l'argent ne sortira pas. Mais dans l'entretemps, écoutez, je préfère ne pas aller plus loin. Je préfère ne pas. Le mécanisme que nous faisons pour trouver l'argent, je préfère ne pas le dire ici. Nous sommes un pays respectable, nous avons déjà souvent des problèmes comme ça, pour venir en parler à la télévision. Voilà, alors nous sommes à quelques mois donc des grandes compétitions, vous l'avez dit vous-même, à quelques mois des éliminatoires de la CAN 2015 notamment. Toujours pas de sélectionneur pour la République démocratique du Congo. La FECOFA a divorcé avec Claude Leroy, on sait, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le vide là. Je crois que cette question a soulevé
pas mal de banques, pas mal de supputations. La réalité, c'est laquelle, madame? Claude Leroy est parti l'année passée. Il y a eu un accord de rupture. Il y a eu un accord de rupture à l'amiable. Lequel accord de rupture à l'amiable avec Claude Leroy avait été accepté par le gouvernement, jusqu'au niveau du Premier ministre, qui avait pris acte de cet accord de rupture. Et cet accord de rupture prévoyait que nous puissions payer à Claude Leroy un montant donné. Mais ce fait que malheureusement, on a traîné, et les dernières informations à notre possession, je crois, il n'y a même pas 2 ou 3 semaines, donc depuis l'année passée. Il y a 1 mois ou 2 mois, 1 mois et demi, le Premier ministre a écrit au ministre délégué des Finances pour vider ce litige. Mais dans l'entretemps, Claude Leroy était déjà parti au niveau de la FIFA, ainsi de suite, pour se plaindre. Donc, il y a un dossier pendant au niveau de la FIFA. Vous permettez? Il y a un dossier pendant. Les conséquences, c'est que la FIFA peut nous demander, peut nous intimer, nous forcer de payer. Si nous ne payons pas, on nous suspend de toutes les compétitions internationales. C'est vrai, parce que dès lors que le contrat de Claude Leroy a été signé par la fédération et les membres du gouvernement, ça signifie que c'est un engagement, vous devez les respecter. Ce sont ses droits, c'est ça. Maintenant, au même moment, nous devions négocier avec le gouvernement pour savoir si nous devons engager un nouvel entraîneur pour l'équipe senior A. Quel est le cap salarial au-delà duquel on ne peut pas aller? Il n'y a pas 2 mois et demi qu'on nous a dit voici le cap que vous ne devez pas dépasser. Il n'y a pas 2 mois et demi. Ce faisant, nous avions lancé un appel à candidature. Nous avons reçu 58 candidatures. Nous avons chargé notre directeur technique national, la direction technique nationale, de pouvoir les évaluer. On a terminé l'évaluation. On a fait le tableau comparatif. Mais maintenant, il fallait négocier avec les candidatures qui nous semblaient être les meilleures. Non seulement négocier, il faut aussi que ces gens-là nous présentent des projets qui cadrent avec nos visées. Déjà, le gouvernement a tout rejeté. Hein. Vous comprenez? Non, le gouvernement n'a pas rejeté, tout simplement parce que quand nous avons terminé les tableaux et choses comparatifs, nous avons pris la décision de proposer des candidatures au gouvernement. Ce jour-là, moi, je voyageais, j'ai dit à mes collègues qu'il fallait envoyer le dossier chez le ministre, et après que le ministre ait marqué son accord, parce que c'est le gouvernement qui paye, le ministère est co-signataire. Non seulement le ministère des Sports, dans le contrat des sélectionneurs nationaux, le ministère des Sports est celui du budget, signe pour engager financièrement le gouvernement. Et quand nous avions, à mon départ, j'ai demandé à ce qu'on puisse envoyer les dossiers auprès du ministre. Je ne sais pas par quelle magie, vous de la presse, vous êtes saisis de cette liste et vous l'avez publiée. Et en la publiant, ce qui est normal, le ministre s'est retrouvé... on a parlé de Constant Marie qui prenait les devants. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas Constant Marie. C'est un agent de la fédération. Le ministre a souhaité que nous puissions revoir cette liste, qu'on puisse discuter en fonction de la commission qu'il avait mise à son niveau. C'est ce qui a été fait, bon gré, mal gré. Bah, ok, je n'entre pas, moi, dans ce genre de considération. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il reste le poste du sélectionneur A. Mais un sélectionneur A, on ne le retrouve pas comme ça dans le marché, comme du poisson que vous allez acheter. Et il faut pas vous permettez. Vous permettez, madame. Vous permettez. Ce n'est pas vraiment l'élite. Mais l'élite signifie quoi? Mettez de l'argent sur la table. L'élite, non, s'il vous plaît, mettez de l'argent sur la table. Quand on vous dit que tel entraîneur touche 5-6 millions d'euros par an, et vous vous dites non, il faut maximum lui payer 18 000 euros par mois, ça signifie que par an, ça fait 180 000 plus, ça fait à peu près 206 000 euros par mois. Il y a un gars. Donc ça veut dire que c'est déjà vous permettez. Perdu d'avance. Vous êtes une femme, vous allez au marché, vous achetez proportionnellement à votre cagnotte. N'est-ce pas? Vous êtes madame, vous allez au marché, remplir votre panier de la ménagère conformément
à vos avoirs financiers. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez que nous allions au marché pour trouver un entraîneur en ne dépassant pas tel cap salarial, eh bien, il y en aura. Mais ne venez pas nous dire que c'est de la camelote. Aujourd'hui, le sport congolais donne cette image également de violence. On voit cette image depuis un certain temps. On perd un peu toute cette sportivité, tout ce fair play. Comment la FECOFA pense remédier à tout ça? Nous sommes en train de tabler sur le problème. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure à titre introductif, que j'avais incliné devant la mémoire de ceux de nos compatriotes qui ont perdu, qui sont morts lors du match du Vita Club Massimbi. Moi, j'ai une autre approche. C'est la même approche quand je l'explique parfois aux gens. Je crois que l'Angleterre, beaucoup de pays européens et même africains ont été butés au même problème à un certain moment. La violence, c'est quoi? La violence, c'est un mode d'expression d'un malaise. Vous permettez? C'est ça la violence d'une manière générale. C'est le mode d'expression d'un malaise. Ce malaise peut être d'ordre social, il peut être d'ordre économique, il peut être d'ordre politique, ainsi de suite. Les stades sont par excellence des terrains à travers lesquels les gens viennent exprimer ce sentiment. Des exutoires. Ce sont des exutoires, comme vous le dites. De trois, dans une situation, dans tout pays en crise, vous le voyez aujourd'hui à travers tout le pays, ça se vérifie à travers le monde. Et au Brésil aujourd'hui, ils ont la Coupe du Monde, il y a des manifestations, n'est-ce pas? Et les gens n'attendent que la Coupe du Monde, parce que cette activité attire. Maintenant, les gens viennent s'exprimer, chacun à sa manière, à travers le stade. Or, le football, comme c'est une activité de passion, d'irrationalité, à ce moment-là, quand les gens s'expriment, ils s'expriment chacun selon sa façon, selon son approche, selon son irrationalité. Donc, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un remède. Le premier remède, madame, nous avons parlé des infrastructures. Vous avez construit, n'est-ce pas? Vous avez construit une maison. Avant que vous ne puissiez combattre le vol ou le vandalisme, vous devez construire une maison avec une clôture appropriée, n'est-ce pas? Pour éviter, pour déjà réduire un temps soit peu toute tentative de pouvoir. Le football, c'est pareil aussi. Il faudrait d'abord avoir des stades qui répondent aux normes sécuritaires. Qu'est-ce que j'entends par normes sécuritaires? Il y a sur le plan des infrastructures. Rien qu'à l'accès, les accès. Déjà, la clôture. Elle doit être sécurisée. Une hauteur déterminée, sécurisée pour que les gens ne puissent pas enjamber. Les accès vers le stade doivent répondre aux normes de fluidité, tant à l'entrée qu'à la sortie. Les dispositifs que vous mettez là, de contrôle, doivent permettre à ceux qui n'y ait accès au stade que ceux qui ont les billets ou les documents attitrés. On sait comment ça se vend. On n'est pas. Aujourd'hui, je vous ai dit que je suis tout le temps dans les avions, j'assiste à des matchs à travers le monde. Quand vous allez aujourd'hui, dans n'importe quel stade bien organisé, vous avez un billet, il y a un dispositif, quand vous arrivez, vous introduisez votre billet. Dès que le détecteur constate que c'est un faux billet, la porte ne s'ouvre pas. Le portail ne s'ouvre pas ou le tourniquet ne tourne pas. Ça signifie que vous ne pouvez pas entrer. Il y a des dispositifs aujourd'hui. Ça signifie que ça fait partie de ce que j'ai appelé les dispositifs de sécurité. Ensuite, il y a ensuite, il y a la, vous permettez, ensuite, il y a la vidéosurveillance. La vidéosurveillance aujourd'hui, elle est même exigée. Autant qu'elle est exigée dans toutes les grandes surfaces, dans les aéroports, dans les édifices publics, elle est exigée aussi dans les stades. Ça signifie que quand vous êtes dans votre PC, devant la dizaine d'écrans que vous avez, vous devez être en mesure de savoir au niveau autour du stade, à l'entrée du stade, à l'intérieur du stade, sur les gradins, dans les tribunes, vous devez avoir la visibilité. Et là, vous savez, de votre pupitre, quand vous commencez à observer un foyer de tension, vous zoomez, vous savez que c'est Madame Gaëlle qui est là, qui est en train de faire du bruit, c'est elle qui est en train de jeter des projectiles. Ça signifie que, quand je dis pour lutter contre la violence, il faut avoir des infrastructures adéquates. De deux, il y a la formation des services commis au maintien d'ordre. La formation, ce qu'on appelle les stadiers.
De 3, il y a le civisme de la population, la sensibilisation. Il faudrait que la population intègre cela. Parce que qui amène la violence au stade? Ce n'est pas l'autorité qui demande au public de venir exprimer leur violence au stade. C'est celui qui va de chez lui à la maison, qui n'accepte pas la défaite, qui n'a pas de fair play, qui vient s'exprimer autrement. Ça signifie que c'est ça la nouvelle citoyenneté aussi. C'est le rôle que la nouvelle citoyenneté aussi, parce que vous avez parlé de stade. Alors, la sécurité, on ne réagit pas dans un stade, voilà, la rue, quand il y a un attroupement. Voilà. La sécurité, c'est aussi qu'il y ait les officiels commis au match, qui se comportent correctement, pour ne pas énerver. Bien sûr, il y aura toujours quelque chose à redire. Quelqu'un aura toujours quelque chose à redire. Mais si les officiels se comportent aussi correctement, je pense que tous ces facteurs que j'ai énumérés, intégrés, on pourra arriver à combattre. Mais je reviens, tant qu'on n'aura pas des infrastructures en place, pour permettre à ce que les infrastructures elles-mêmes déjà sécurisent et rassurent la population, parce que les stades au jour d'aujourd'hui sont liés à plusieurs impératifs. Impératif sécuritaire, impératif d'expression commode de la pratique du football et de confort. Parce que c'est des endroits où les gens viennent en famille, papa, maman et enfants, pour assister au match. Donc il doit y avoir quand même... Est-ce qu'il y a des sanctions de la FECOFA à l'endroit, par exemple, les supporters de telle équipe? Il y a des sanctions, il y a des sanctions, madame. S'il y a un secteur du sport, dont le football, qui est le football, que tout est normalisé, on veut des sanctions. Pas à dissuader les auteurs de... Maintenant, nous prenons des sanctions. Nous prenons des sanctions. Là encore, nous venons encore les renforcer. Vous avez suivi qu'il y a même des joueurs qui ont été radiés. Vous avez suivi dernièrement qu'il y a des clubs qui ont été sanctionnés et même rétrogradés au niveau inférieur. Ça signifie que des sanctions se prennent. Mais maintenant, au-delà des sanctions, c'est la réunion que nous avions eue avec le commissaire général de la police, où nous nous sommes mis d'accord pour travailler la main dans la main, pour pouvoir, autant qu'on a mené une lutte contre les koulouna dans les différents quartiers, on va mener maintenant une lutte contre les koulouna dans les stades aussi, pour essayer de rationaliser et de discipliner les gens. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Quelle est votre équipe de prédilection? Vous avez une équipe le président de la FECOFA. Écoutez, je pense que je m'exprime ici en tant que président de la FECOFA. Oui, mes équipes de prédilection aujourd'hui sont des équipes nationales. Et toutes les équipes. Tonton Marie, est-ce que vous n'êtes pas d'Aring Club de Mapembe? Je suis venu de Dering. Vous permettez. Je suis venu de Dering. Mais à partir du moment où j'assume les fonctions de président de la fédération, je dois avoir des capacités de détachement de mes sentiments primaires. Vous n'avez pas, hein? J'en ai suffisamment. On vous accuse par exemple d'avoir porté une sanction à l'encontre d'un dirigeant de DSMP qu'on n'a pas trouvé très équitable. Quel est ce dirigeant là? Par exemple, qui a été accusé de propos injurieux, discours, il y a de cela plusieurs mois, c'était l'année dernière. Non, s'il vous plaît. Il s'agit d'un encadreur, si j'ai bonne mémoire, d'un encadreur de supporters. Voilà, exactement. Un encadreur de supporters qui s'est permis un écart de langage, des excès de langage, qui s'est permis des injures à la télévision. Voilà. Dans le football et le sport d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Même moi ici, si je me mets à insulter le président de la CAF ou le président de la FIFA, ces institutions ont l'obligation de me sanctionner. Et ce monsieur a eu la sanction qui est proportionnelle au comportement qu'il a affiché. Et pire que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il y a certains de vos collègues qui se permettent à travers la télévision d'insulter les gens, de traîner les gens dans la boue. Eh bien, autant que nous avons dit, il y a des combats qui seront menés au niveau des stades. Vos sentiments, vos attaches au DSMP ne vous poussent pas parfois à des décisions un peu déséquilibrées? Écoutez, moi je ne pense pas. Je ne le pense pas pour la simple raison, c'est que je ne vois pas quelle est la décision que j'ai prise parce qu'il fallait favoriser des lignes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plein de la FECOFA. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Moi, quand il s'est agi de sanctionner les rings, la preuve, c'est que vous avez cité quelqu'un qui avait été sanctionné. C'était l'encadreur de supporter de quoi? C'était des rings, non? C'était de notre club. De notre club, non, c'était de des rings. Ce type a été sanctionné parce qu'il s'est permis. Autant qu'il y a d'autres qui arrivent, autant qu'il y a d'autres qui se permettent des excès de langage, il y a des dossiers disciplinaires en cours. Et ces dossiers seront finalisés. Voilà. Les prochains défis, donc, la CAN U23. Qu'en est-il de la Coupe d'Afrique 2019?
que la République démocratique du Congo devrait organiser? Madame, si vous voulez avoir mon avis, qui vous a dit que le Congo va organiser la Coupe du Monde 2019? Qui vous l'a dit? Dites-nous si... J'ai l'impression, non, écoutez, il ne faut pas placer la charrue avant le bœuf. Le Congo est demandeur, et parmi les 8 demandeurs de l'organisation de cette CAN-là. Nous ne sommes, vous permettez, nous ne sommes que demandeurs, mais on ne l'a pas encore eu. Si vous voulez connaître le sentiment personnel du président de la FECOFA, je pense qu'il ne faut pas aller chercher à bouffer les bœufs quand vous n'êtes pas en mesure de bouffer une grenouille. Commencez d'abord par organiser bien la CAN U23. Si nous réussissons la CAN U23, à ce moment-là, vous permettez. Au positivisme, non, excusez-moi. Non, c'est un problème d'étape et de processus. Je ne pense pas que vous soyez né le même jour, que vous ayez marché le même jour, que vous ayez terminé l'université le même jour. Non. Non. Et ce qui ne se fait pas sans le temps, je crois que les choses ne marchent toujours pas. Si vous voulez connaître mon avis personnel, en tant que technicien, je me suis battu pour que notre pays obtienne la CAN U23. Je dis bien je pèse bien mon mot. Nous l'avions obtenu. Maintenant que nous l'avions obtenu, organisons d'abord correctement cette compétition. C'est au terme de cette organisation que nous aurons à savoir si, vous permettez, si nous avions bien organisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement pour envisager de faire mieux. Mais on ne peut pas tout embrasser. On ne peut pas tout embrasser. Et n'oubliez pas que la CAN, c'est le fleuron de la Confédération africaine de football. Si la CAF vit, c'est grâce aux droits commerciaux issus de l'organisation d'une CAN. Est-ce que vous pensez en âme et conscience? Regardons tout droit dans les yeux. Est-ce que vous pensez en âme et conscience? La CAF peut être aussi irresponsable pour confier à une fédération qui n'a jamais organisé même la CAN U20, la CAN U17, que la CAF peut vous dire, ok, j'ai décidé de vous octroyer la grande CAN? Non, madame, je pense qu'il faut une approche beaucoup plus méthodique et rationnelle. Et c'est ça mon avis personnel. Et je crois que le ministre des Sports n'en dit pas moins aussi. Nous partageons les mêmes avis puisque nous avons échangé plusieurs fois. Alors la RDC va porter haut l'étendard, enfin les léopards vont porter haut l'étendard de la RDC au Chan, peut-être, au Maroc, à la CAN 2015. Pourquoi pas à la prochaine Coupe du Monde? On peut y croire? Ce n'est pas une génération spontanée. Ne croyez pas qu'aujourd'hui dans le football, vous pouvez vous réveiller le matin, vous mettez une équipe, et le lendemain vous vous qualifiez à la Coupe du Monde, et le surlendemain vous remportez la Coupe du Monde. Non. C'est un projet. Vous permettez. C'est un projet. Je n'ai pas la prétention de résoudre tous les problèmes au niveau du football. Il y en aura avant moi, il y en a eu. Avec moi, il y en a eu. Il y a ceux que j'ai pu résoudre. Et quand je partirai, il y en aura toujours. Personne ne peut avoir la prétention de pouvoir épuiser, de tout régler. Parce que lui est là. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnes pareilles à travers le monde. Il n'y en a pas. Même Jésus, même Dieu, il s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup à redire. Ce que moi je crois, il y a un projet que nous avons mis en place, qui a commencé. Et si le projet arrive à évoluer correctement, nous pourrons espérer, dans l'échelon 1 année et demie, 2 ans, nous qualifier pour une Coupe du Monde. Merci beaucoup, Constant Omari. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération congolaise de football association. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de questions d'État. Mesdames, Messieurs, vous êtes peut-être restés sur votre soif, mais je pense que le président de la FECOFA a répondu à plus d'une de vos préoccupations. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve bientôt en compagnie d'un ou d'une autre invitée. À très bientôt.